Parce que c'est l'ego qui nous conduit à toujours vouloir faire plus, toujours repousser ses limites. Mais en fait, on va flatter notre ego. Et du coup, Liverpool gagne 4-0. Et là, j'ai fait nuit blanche, en fait. J'ai pas réussi à dormir. Non, mais un truc de fou. Donc, dans les tribunes, j'avais tout qui vibrait sur ma place de commentateur. Il y a deux types de téléspectateurs. Il y a ceux qui t'aiment pas et il y a ceux qui te détestent. Bienvenue dans l'entrejeu. I am in big trouble. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue dans l'entrejeu, le podcast qui explore le sport par ses coulisses, ses histoires et ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Pour ce 10e épisode, j'accueille Alain Rohrbach, journaliste et commentateur des plus grands matchs de foot sur Blue Sport, mais aussi triathlète et finisher d'un Ironman depuis peu. On a discuté de son métier au quotidien, de ce qui se joue vraiment derrière un micro, de la place de l'émotion face aux data et de la préparation d'un Ironman quand on travaille le soir et les semaines anglaises imposées par son travail. Surtout, Alain m'a partagé sa relation à la performance et à l'ego. Comment apprendre à lâcher prise, rester curieux, chercher l'imprévu et se lancer des challenges pour soi, pas pour les autres. Une discussion sincère, énergique et qui donne envie d'essayer et d'oser. Si le projet te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et à suivre le podcast sur les différentes plateformes. Sur ce, excellente écoute et bon épisode. Salut Alain, bienvenue dans l'entrejeu, comment tu vas ? Merci, ça va bien Cyril. Pour l'instant, en pause professionnelle, mais on a le moral et puis on est bientôt sur pied, donc ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de me recevoir ici pour cette discussion. Pour celles et ceux comme moi qui ont l'habitude de t'entendre régulièrement aux antennes de Blue Sport pour commenter des matchs de foot, c'est l'occasion de t'entendre dans un autre contexte, sur d'autres sujets, des sujets justement dont font partie ton métier, dont on va discuter, ce que tu fais, pourquoi, comment, ta passion pour le sport. Donc voilà, un programme alléchant auquel viendra s'ajouter d'autres thématiques de toute manière au fil de la discussion. Souvent il y a des sujets en lien avec la vie de manière plus globale qui reviennent, donc c'est toujours intéressant. Pour démarrer, j'ai une question qui influence nos décisions, qui concerne quelque chose qui influence nos décisions et nos projets quotidiens, c'est le pourquoi. Toi, de ton côté, est-ce que tu as un pourquoi tu te lèves le matin ? Est-ce que tu as une raison plus forte que le reste qui te pousse à faire ce que tu fais tous les jours ? Alors, je dirais que le matin, pourquoi je me lève ? Déjà parce que mes yeux s'ouvrent et puis que mon horloge biologique me fait me lever. Mais je suis guidé depuis ma plus tendre enfance par la curiosité. Donc pour moi, un jour qui démarre, c'est des découvertes qui sont pas forcément toutes planifiées, même si on a des rendez-vous, même si on a des matchs à commenter ou des émissions à présenter, ça laisse la place à l'imprévu. Et l'imprévu, c'est ce qui m'a toujours guidé, ce qui m'a toujours poussé à aller de l'avant. Et ouais, je dirais la curiosité. Une curiosité qui t'a poussé du coup il y a quelques semaines à terminer, il y a plusieurs mois à te lancer dans une préparation Ironman et il y a quelques semaines à le terminer. Et ça me lance forcément sur le premier sujet qui est ta pratique sportive. On reviendra sur l'Ironman de toute manière. Je suis pas sûr que c'est de la curiosité, c'est plutôt de la folie de se lancer dans l'Ironman, si tu permets le petit correctif. Du coup, c'est écrit sur ta page Instagram, passionné de sport depuis 1970, si je me trompe pas ta date de naissance. Ouais. Ouais, dès le plus jeune âge, mes parents, ils ont dû me conduire à l'hôpital parce que j'étais intenable, je soulevais les matelas quand ils me mettaient à la sieste, je tirais en bas les buffets de ma chambre. Alors, je faisais déjà un peu de muscule sans le savoir. Mais oui, j'ai toujours eu besoin de me dépenser dès que j'ai su aller à quatre pattes, en fait. Et j'ai fait d'innombrables sports dans des sociétés locales quand j'habitais dans le Jura bernois, que ce soit à Tavannes ou à Reconvillé, puis ensuite à Malherbe-et-Villars, les trois localités où j'ai domicilié. Et j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'athlétisme, puis du foot, bien sûr, beaucoup de foot, du hockey sur glace aussi. Après, quand j'ai
décidé que je m'étais assez bousillé les genoux avec le foot. Donc tard, à l'âge de 46 ans, je me suis mis à la course à pied, mais populaire, style ici où j'habite maintenant, il y a le Tour du Chablais, c'est un peu comme le Tour du canton de Neuchâtel. C'est des étapes de 7-8 km tous les mercredis, juste avant l'ascension au printemps. Et puis j'ai attrapé le virus. Et puis de fil en aiguille, on commence avec 7 et puis on finit, comme tu l'as dit, avec un Ironman. Entre-temps, il y a eu 10 ans avec beaucoup de découvertes et de curiosité, justement. Est-ce que ça m'amène sur une question du toujours plus? Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Est-ce que tu as eu chaque fois besoin de découvrir ou de faire plus dur, plus long au niveau des courses et des défis que tu t'es lancé? Je suis très à l'aise de parler de ça aujourd'hui parce que j'ai décidé que cet Ironman, j'ai ressenti que cet Ironman que j'ai fait fin septembre, c'était boucler la boucle. Et je pense que c'est un peu un effet de mode et j'y ai pas échappé. Quand tu as accompli quelque chose, tu te dis, voilà, et maintenant je fais quoi? Et en réalité, pour être honnête, j'ai mis du temps à comprendre. Je viens de fêter mes 55 ans, je souhaite que d'autres le fassent avant. C'est d'être en paix avec ton ego. Parce que c'est l'ego qui nous conduit à toujours vouloir faire plus, toujours repousser ses limites. On dit oui, on va chercher à repousser nos limites, mais en fait, on va flatter notre ego. Et indirectement, on va peut-être aussi rechercher de la reconnaissance auprès de nos proches, auprès de nos amis, de nos collègues, un peu de confiance en soi. Et tout ce mélange-là fait que, assez naturellement, peut-être que sur le moment, tu te rends pas compte que c'est ça que tu vas rechercher. Mais après, quand on ouvre les yeux et qu'on cesse un peu de se mentir à soi-même, on est bien obligé de constater que c'est une grande part d'ego de toujours aller chercher plus loin. Mais c'est aussi une manière de se challenger et un peu à la manière des sportifs professionnels avec qui souvent je discute de ça. C'est qu'est-ce qui leur manque le plus quand ils arrivent à la retraite? C'est cette adrénaline, c'est ces petits passements. Tu peux avoir ça en faisant du théâtre, tu peux avoir ça en faisant un concert de gym à la salle des fêtes à Reconvilier comme quand on était gamin. Et c'est un peu ça aussi que tu vas chercher. L'aspect d'apprendre à se connaître, est-ce que tu penses du coup que c'est lié avec l'ego ou parce que forcément quand tu te prépares ou que tu fais ce genre de défi, je pense que tu en apprends beaucoup sur toi-même. Mais ça prend le dessus ou pas? T'as peur que tes téléspectateurs, auditeurs, ils zappent déjà après 5 minutes? Parce que si on part dans les explications qui moi, m'ont guidé, en réalité, c'est une bataille entre... mais c'est ma vision des choses. C'est pas une science exacte. Je suis en tout cas pas ni philosophe ou donneur de leçons, mais il y a vraiment tout ce qui concerne le corps, le physique. Après, il y a le métabolisme et il y a le mental et moi, ce que j'aime bien, l'aura, l'ego, toutes ces choses-là. Et je pense que si l'ego te commande, tu peux pas avoir cette vision. Si ton cœur, ton cœur intérieur, ton toi-même, en fait, ton fort intérieur, il réussit à prendre le dessus, il arrive à passer un pacte. Moi, je dis ça comme ça peut faire sourire, mais passer un pacte avec ton ego, quoi. Non. J'ai plus rien à prouver à personne. Et ça, je l'ai découvert il y a quelques temps en arrière aussi au travers de mon parcours professionnel où à un moment donné, j'ai dit, maintenant, je fais ce qui me fait plaisir à moi. Et dans mes choix culturels, associatifs ou sportifs, aujourd'hui, je fais ce qui me plaît à moi. Ça peut paraître égoïste, mais quand toute ta vie tu donnes pour les sociétés locales, pour la vie de ton village au niveau politique, au niveau des commerçants, parce que voilà, j'étais beaucoup engagé dans la vallée de Tavannes. Il y a la famille aussi, tu donnes beaucoup d'énergie, alors tu restes un père toute ta vie, mais à un moment donné, voilà, tu te ressens sur toi-même et moi je me suis retrouvé à peser un peu tout ça, l'ego, l'aura, l'aspect physique. Donc c'est un mélange de tout ça en réalité. C'est très intéressant. Je pense que les gens qui nous écoutent ont l'habitude que ça parte un peu dans des sujets peut-être qu'on évoque moins ailleurs, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, tant mieux. On peut continuer comme ça. Pour moi, c'est bon. Dans un post LinkedIn justement qui expliquait un petit peu après ton Ironman, qui expliquait un petit peu cette aventure, tu as dit le sport c'est ma formation continue préférée. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Oui, parce qu'il y a énormément d'imprévus. Tu peux pas tout calculer. Il y a énormément de découvertes. Et pour moi, quand je te disais la curiosité, c'est la découverte. Moi, aujourd'hui, j'ai 2-3 amis que j'ai rencontrés à 30 ans, sur 30-40 ans, sur des événements sportifs. C'est une école de vie en réalité. Et c'est une formation continue dans le sens où tu apprends à te découvrir. Tu apprends aussi ce qu'est l'échec. Et puis, tu apprends aussi à relativiser. C'est pas parce que tu réussis quelque chose que t'es le king, et puis parce que ça m'a aussi eu arrivé d'échouer sur des trails que t'es à moins que rien. Et tu peux apprendre ces valeurs différemment. Moi, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, puisque le sport, c'est mon quotidien depuis mon plus jeune âge, c'est ce qui m'a appris le plus de valeur. Pour cet Ironman, si on revient là-dessus, c'est quand même une charge d'entraînement pour s'y préparer qui est assez conséquente. Comment tu as aménagé ton emploi du temps pour, avec en plus ton job à Blue Sport qui est plutôt prenant, j'imagine. Comment tu as organisé tout ça et à quoi ressemblent tes semaines? Alors, la chance dans ce que tu dis, c'est que justement mon job, c'est souvent le soir. C'est rarement le matin à 9h. Les matchs, les émissions, à part les journées où on a les séances et les séances de préparation d'émissions qui sont calquées le lundi. Le reste du temps, j'arrivais à m'aménager des plages d'entraînement avant d'aller commenter un match. Parce que si tu vas commenter un match, tu arrives à 15h dans ta préparation. Ton match, il est à 21h. Tu finis à 23h30. Donc, moi, je devais... Alors, ça m'a demandé beaucoup de logistique en termes de planification. Je n'étais pas habitué à ça, mais c'était le seul moyen d'y arriver. J'avais une planification alimentaire, j'avais une planification en termes d'entraînement. Et moi, j'ai assez bien géré dans la mesure où je fais beaucoup de sports autres que du vélo, de la natation et de la course à pied. En hiver, j'ai fait beaucoup de pot de phoque, de ski randonnée, de ski de piste. Donc, j'ai beaucoup varié pour pas être physiquement et mentalement usé. Parce que quand tu arrives sur la fin de la préparation, tous te le diront, que ce soit un marathon, un ultra trail ou un Ironman, t'en as un peu ras-le-bol, quoi. Et moi, j'ai fixé des limites parce que j'ai des problèmes de genoux. Donc, il y a 2 ans, on m'avait demandé d'arrêter la course à pied parce que je suis dans l'attente de mettre une prothèse. Sauf que on n'a pas voulu la mettre aujourd'hui parce qu'on m'a dit c'était un peu tôt. Surtout, c'était pas les bonnes raisons. Mettre une prothèse pour continuer de faire du marathon, c'était pas une bonne idée. Et du coup, j'avais mis la course à pied entre parenthèses. Et puis, quand j'ai eu mon accident à mon genou gauche, il y a pile une année, j'avais jamais rien eu au genou gauche de toute ma vie. J'avais eu 3 opérations au genou droit dans les années 90. Puis là, je me brique le ménisque en faisant un cours de yoga. Puis là, j'étais sur mon lit d'hôpital. J'ai dit, mais bordel, j'ai arrêté de faire ce que j'aime, c'est-à-dire le triathlon, pour faire que de la natation, du vélo et du yoga. Et là, j'ai dit, non, mais arrête d'écouter les autres. Fais ce que tu as envie. Justement, recentre-toi sur toi. Et en rentrant j'ai pas fait l'heure à l'hôpital. Un ménisque, c'est ambulatoire. Tu rentres le matin, tu reviens à la maison le soir. Et le lendemain, je tombe sur le documentaire d'Inoxtag. Puis je me dis, purée, le gamin, en plus, il a raison, quoi. C'est en y allant que tu sauras si c'est réellement impossible. Et du coup, je me suis inscrit à cette période-là. C'était mois d'octobre de l'année passée. Et puis, je me suis challengé, me remettre en forme avec mon opération du ménisque où j'ai dû faire de la physio, réathlétisation. J'ai utilisé tout l'hiver pour me mettre en forme. Et ça a été un long processus. Mais c'est pas un processus qui tombait de nulle part. J'ai quand même fait avant des formats plus courts. C'est-à-dire, j'avais fait des shorts. On commence tous avec des triathlons shorts. J'ai commencé en 2018. Mon premier triathlon. Après, j'ai fait des formats olympiques et puis des semi-Ironman. Et puis, la logique voulait que je fasse un Ironman. Il y a eu le Covid. Et puis après, il y a eu ce problème au genou. Et du coup, c'était quand même dans un coin de ma tête comme une case qui aurait pu me laisser des regrets. Moi, j'aime pas avoir de regrets. J'aurais pu abandonner. À un moment donné, j'étais en paix avec moi-même. Je veux dire, j'ai vraiment souffert à la course à pied. J'aurais pu abandonner, j'étais vraiment en paix. Mais de ne pas avoir essayé d'y aller et de faire ce que je pouvais dans la mesure de mes capacités physiques et mentales pour y aller, j'aurais eu des regrets.
Donc j'aurais pu être déçu de pas finir, mais au moins j'aime pas vivre avec des regrets, quoi. C'était ça un peu ce qui m'a guidé. T'as dit un truc qui m'intéresse, enfin, que je trouve intéressant là, dans ce que tu viens de dire, c'est d'y aller, d'essayer, et si ça rate, on est en paix avec soi-même. Est-ce que tu parlais d'imprévu, d'aimer l'imprévu? Est-ce que ça fait pas partie du jeu d'essayer des choses et que ce soit ok de pas les réussir? Aujourd'hui, j'ai l'impression la société nous met des pressions, on se met de la pression tout seul de absolument éviter soit l'échec ou de pas aller au bout ou que ça marche pas. Comment tu vois ça justement Mais tu vois, c'est comme tu le dis, l'évolution de la société. Alors, je reste toujours focus par rapport au sport. Je veux pas Bien mêler sûr. la vie professionnelle, mais aujourd'hui, moi, je me souviens de la première participation à la corrida à Malherbe-Villars. On est allé avec les potes du foot, on était déguisés en mode, on y va, en mode fun et tout, quoi. La même chose ici autour du Chablais, on y est allé avec des collègues en mode décontracte, et puis si tu fais 7 minutes 30 du kill, 8 minutes 30 du kill, bah, tu fais 8 minutes 30 du kill, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu te fais presque écraser par la voiture balai si tu y vas dans cet état d'esprit, parce que tout est devenu beaucoup plus accessible pour toi et moi. Ça veut dire on trouve tous les moyens de nutrition, tous les moyens de s'améliorer. Il y a tout ce qui est ravitaillement maintenant qui est quasiment calibré au milligramme près. Donc si t'es là-dedans, tu pourras pas aller avec l'état d'esprit que je te présente. La curiosité et puis l'imprévu, il faut que tu aies un état d'esprit d'y aller pour toi et pour le plaisir. Et déjà, rien que de se fixer un objectif chronométrique, pour moi, c'est déjà abandonner cette idée-là, quoi. Et ça, je l'ai connu par le passé. Tu vois, je voulais descendre en dessous des 4 heures, mes premiers marathons. Je voulais descendre en dessous des 5 heures à Sierzinal. Enfin, c'est logique. C'est un processus normal par lequel tu dois passer. Puis un jour arrive le pourquoi. Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Et puis quand tu as répondu à ça et que tu te ressentes sur toi-même, bah t'es OK d'accepter le fait qu'un trail de 60 bornes, voire moins ou plus, tu peux ne pas le finir. Mais il faut que tu sois OK avec ça, toi, et que tu t'en fiches de ce que va dire ta copine, ton frère, ta sœur, tes amis qui vont se moquer, parce que c'est dans le Jura bernois comme dans le Valais, on aime bien envoyer des petites moulures, et puis ça fait partie du jeu. Donc si tu arrives à vivre avec ça. Mais quand, en ce qui me concerne, et malgré le fait que je faisais de la radio, tout le monde pensait c'est un mec qui est en confiance et tout. Puis en fait, souvent, les gens qui font ça, c'est pour masquer quelque chose. En l'occurrence, moi, c'était un grand manque de confiance en moi. Donc, quand tu prends ces remarques-là et que t'as pas forcément une énorme confiance en toi, ça peut te trotter dans la tête, ça peut un peu te rabaisser, et puis c'est là que ça devient dangereux. Donc tu dois vraiment être aligné avec toi-même, et puis là tu peux y aller avec cette dose d'imprévu. Mais franchement, le jour où tu es dans cet état d'esprit-là, c'est tellement génial. C'est génial. Tu vois pas le temps passer, même que tu souffres. Tu trouves toujours un aspect positif. Je te prends l'exemple de l'Ironman. Moi, à 14 km de la fin, donc on avait fait 212 déjà sur les 226. Donc je vois des étoiles, je dévisse. J'ai le corps qui se met à trembler tout seul. J'ai fait une erreur dans ma réflexion de ravitaillement. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit non, j'ai plus besoin de me ravitailler. Et puis mon estomac, il a serré. J'étais pas bien, j'étais par terre. Et là, je me disais, t'es là pourquoi en fait? Et je me dis, je finis ma boucle de 4 kills, parce qu'en fait, tu fais 4 boucles de 10, puis tu as un petit bout pour aller de la zone de transition, et puis après, pour retourner à la ligne d'arrivée, qui fait à peu près 2 kills. Je dis, je finis la boucle, je vais retrouver ma chérie qui était au point tournant pour repartir dans le circuit ou pas, puis je lui dis, écoute, j'ai quand même envie de passer la ligne, mais il me manquera 10 kills, quoi, il me manquera un tour. Et puis, j'étais en paix avec ça. Et le fait d'être en paix avec ça, bon, j'ai pris une boisson sucrée, un soda qui souvent sur les fins de course peut aider. J'ai pris ça, et puis le fait peut-être que je lâche aussi, tu vois, m'a permis de finir. Alors j'ai plus pu beaucoup courir, hein, j'ai surtout beaucoup marché les 10 derniers kills, mais c'est aussi une forme de mental de finir en marchant. Et tout ça pour dire que tu es en paix avec toi, tu peux avoir une belle découverte, parce que dans mon esprit, quand je me relève,
Les bénévoles voulaient appeler les médecins et voulaient me sortir de la course. J'ai dit non, je finis, tranquille, il reste 4 kills. Alors qu'il m'en restait 14, j'ai un petit peu menti, quoi. Pas le dire trop fort. Et j'étais OK avec ça. Et du coup, ça fait le tour. Et ça, c'est l'imprévu. C'est l'imprévu. À vélo, j'avais pas prévu de crever 2 fois. Et puis, j'avais qu'une chambre à air. Là, j'étais beaucoup plus triste parce que ma journée elle aurait pu se terminer sur un ennui mécanique et pas physique. Puis ça, c'est super frustrant par contre. Puis heureusement, là, j'aime bien raconter cette anecdote parce que, typiquement, imprévu, découverte. Je crève, heureusement pour moi, dans un petit village dans lequel on avait la seule grosse montée du parcours. Puis il y avait un peu, du coup, des spectateurs qui étaient là. Et puis, ils me voyaient arriver avec mon vélo, là, parce que j'ai crevé dans la montée quand même, faut le faire. 2e crevaison. Hein. J'ai crevé au 32e et au 134e. Et je dis, je vais au sommet, et puis, je prie pour qu'éventuellement, quelqu'un m'aide. Puis, j'arrive là-haut, je dis, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et puis, mon italien étant ce qu'il est, je n'ai pas trop compris, quoi. Puis, du coup, je pose mon vélo contre la barrière, puis je m'asseye, puis j'étais un peu quand même déprimé, quoi. Et là, il y avait un groupe de jeunes qui étaient montés au sommet de cette bosse pour encourager un de leurs copains qui était juste derrière moi, mais je le savais pas, tu vois. Ils passent, et ils encouragent, après il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y en a un qui parlait français, puis je lui dis, j'ai déjà crevé, puis j'ai plus de matos. Puis du coup, eux, ils ont commencé à parler en italien autour d'eux. Et il y a un mec qui habitait là. Bol, pas possible. Il habite là. Il me dit, bouge pas, je reviens. Il allait chercher une chambre à air chez lui, il est revenu avec sa pompe. Ils m'ont pris le vélo, on s'y est mis les 3, changé ma roue, imprévu. Et puis découverte, rencontre, juste génial, tu vois. Et là, je l'ai pris dans mes bras, tout transpirant, dégueulasse, en le remerciant de me donner une chance de vivre cette journée. Alors, est-ce que j'allais l'amener au bout? J'en sais rien, mais juste ce moment-là, tu vois, cette rencontre avec ce monsieur dont je ne connais même pas le prénom, et je pourrais même pas te dire le nom du village où j'ai crevé. Voilà. C'est ça qui est aussi ce que j'ai envie de retenir de ça, et pas juste le fait que je suis allé chercher une médaille à 22h57 le samedi 20 septembre, quoi. L'anecdote est vraiment cool. T'as parlé de paix, moi je trouve que c'est intéressant comme état. Peut-être qu'on recherche pas assez parfois par rapport au truc qu'on appelle bonheur et qu'on n'arrive pas vraiment à définir. Rechercher la paix, je trouve que ça peut être aussi intéressant et voilà. Mais moi je retiens déjà de ça l'aspect avec l'ego qui est vraiment intéressant, l'aspect avec pourquoi on le fait, le regard des autres qui est intéressant. Mais tu sais, la paix, Cyril, en fait, je pense que tu peux la trouver que quand tu t'es cassé la gueule, si je peux le dire ainsi, que t'as vécu des échecs, où tu te relèves, où tu fais preuve de résilience, où tu t'effondres. J'ai toujours essayé de chercher, même si parfois ça a été très très dur, de toujours chercher au minimum le 1% de positif qu'il y avait dans ce qui m'arrivait dans la vie. Et je me suis toujours rattaché à ce que j'arrivais à retrouver de positif. Et c'est ce qui te permet d'être résilient et de rebondir. Et avec le temps, je pense que j'aurais pas été capable de parler comme ça dans les 40 premières années de ma vie, mais avec le temps, tu te dis, et si finalement il n'y avait pas de hasard dans la vie, quoi. Mais ça, c'est nouveau une pensée philosophique. Mais je veux dire, quand je vois comment je suis arrivé dans Blue Sport, c'est juste, ça pouvait pas être autre chose qu'écrit, quoi. Tu nous raconteras ça après. De toute manière, j'avais prévu des questions là-dessus, pas de souci. C'est du teasing pour que les gens restent. Exactement. Si tu avais fait ton Ironman à 25 ans, qu'est-ce qui aurait été différent, tu penses? Au niveau de l'état d'esprit, de la manière de voir les choses. J'aurais été monstre frustré. Déjà de crever. J'ai pas crevé de la saison. Et là, t'es déjà... je pense que j'aurais été beaucoup plus stressé. Et du coup, j'aurais forcément moins bien nagé. C'est pas sûr, mais je veux dire... j'aurais été tout le temps à regarder ma montre. Je pense. Chrono. Ouais. Et tu crèves, tu dis, purée, je perds 20 minutes. Je crève une deuxième fois, je perds 45 minutes. Je pense que j'aurais eu... je sais même pas si je serais allé au bout, tu vois.
la frustration de te dire ah purée, j'ai fait déjà 45 minutes de plus que je pensais faire. Toi, je pensais faire 2 heures la natation, 6 heures le vélo, puis en réalité, j'ai fait 1h30 la natation, puis du coup, j'ai fait 6h20 le vélo parce que j'ai bien dû changer mes roues, tu vois. Et rien que de par ça, de par ce constat-là, je pense que à 25 ans, j'étais en mode compète, quoi. Mais même un jeu de société, fallait pas que je le perde. Hein. Des fois, aujourd'hui, c'est encore un peu dur, mais j'essaye de balancer les cartes à travers la table. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent des athlètes de haut niveau ou des gens, ils disent la compétition, si tu l'as pas à ce niveau-là, ils voient ça, en général, j'ai l'impression, comme quelque chose qui aide vraiment à aller chercher les efforts en plus, peut-être la discipline en plus, le petit truc qui fait que tu t'accroches à cette chose-là. En tout cas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de grands champions qui aiment perdre. Donc, je pense que non, alors, déjà, je me considère pas comme un grand champion, mais à notre échelle, on a assez vite baigné dans la culture de la gagne. Moi, j'ai pas souvenir quand je faisais partie de la gym à Reconvillers, où on a pas gagné une fête fête de gym du Jura Bernois. On était quasiment l'équipe à abattre. Et puis au foot, aussi, on avait des bons résultats. Après les autres, ça se challengeait. Enfin, tu perds, mais je veux dire, on a gagné des coupes jurassiennes, on a allé faire les finales romandes des juniors. Enfin. Oui, mais c'est ce que tu recherches quand t'es jeune. T'as pas envie d'être le dernier wagon du train, quoi. Et je pense qu'avec l'âge, pas tous, hein, parce que moi j'ai des potes de mon âge ou des gens avec qui je m'entraîne, ils sont encore en mode compète. Mais parce que je reviens à l'ego, quoi. Si t'as pas de mise au point avec lui, il guidera quand même tes décisions et tes actes toute ta vie, quoi. Je pense lui, il vieillit pas. Hein. Tu as dit que tu avais pas mal changé tes habitudes alimentaires pour la préparation. Est-ce que cette préparation, peut-être les changements que tu as fait au niveau de ton hygiène de vie ou autre, ça a eu des impacts positifs ou négatifs? Je pense peut-être la charge d'entraînement assez grande sur le travail, sur ton énergie, sur finalement tes performances en tant que commentateur, si on peut les qualifier comme telles. Quels impacts ça a eu sur ton travail finalement, cette prépa? Alors honnêtement, comme je t'ai dit un peu plus tôt dans l'interview, c'était une question d'organisation, de planning. Donc il y a une obligation que je m'imposais, même que c'était la préparation d'un Ironman, je voulais 2 jours sans entraînement, 2 jours sans sport. Pour déjà aussi que mes articulations... En fait le chemin pour moi, c'était d'être au départ et de pouvoir assumer cette préparation avec mes 2 genoux en papier mâché, quoi. Et pour ce faire, j'ai fixé une règle à mon coach. Je lui ai dit, je cours pas plus que 2 heures par semaine. Donc j'ai fait énormément de travail d'endurance sur le vélo, qui est nettement plus agréable pour les articulations. Et avec l'alimentation, en réalité, j'ai pas fait de régime, j'ai juste fait un réalignement de ce que je mangeais, comment je le mangeais. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite, on n'est pas là pour faire un cours de nutrition, mais je faisais comme, je pense, le 90% des gens sur cette planète, ou du moins en Europe. Un jus de fruits, un fruit, céréales, des tartines, voilà. Donc tout ça, loin. Terminé, pas de sucre au petit déjeuner, donc avocat, c'était le combo parfait pour moi, avec mon café, mon verre d'eau, et puis je commençais les glucides à partir de midi, donc j'ai continué d'aller manger des fast-food, j'ai continué de manger de la fondue, de la raclette, de la bourguie, de la chinoise, j'adore tout ça, et puis je faisais pas de régime en fait, j'ai juste rééquilibré la manière dont je mangeais, j'ai jamais mangé autant. Ma copine, elle me disait, mais t'es un trou sans fond. Je faisais des voyages, je me cuisinais le soir, elle me regardait, parce qu'elle peut pas manger, elle mange pas le soir, elle me regardait manger des assiettes, pas possible. Et du coup, forcément, ça m'a permis de m'affiner. Donc, j'ai perdu 8 kilos, mais sans m'en rendre compte. Simplement, entre le combo sport et mieux manger, j'ai perdu 8 kilos, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de punch, quoi.
Parce que finalement, la manière de manger aide aussi nos organes et ils te le rendent, quoi. Et une année sans douleur au genou, avec l'arthrose niveau 5 que j'ai à droite, l'attente de la prothèse et tout, moi, c'était ma plus belle récompense. Et c'est pour ça que pour moi, mon succès, c'était d'être au départ de l'Ironman. Et le reste, c'était cadeau, c'était bonus, quoi. Et puis le super bonus, c'est de l'avoir fait avec mon frangin, comme je l'ai dit dans la préparation de l'interview. Donc c'est aussi pour ça que j'étais plus apaisé. Donc oui, je pense que la nourriture, mais tous les sportifs que tu peux avoir en interview te le diront, le repos. Moi, j'ai dû apprendre ça parce que avec mon travail, ça a été le plus dur, tu vois, parce que quand tu commandes la Ligue des Champions, tu finis à minuit, le temps que je rentre, que l'adrénaline descende, tu dors rarement avant 1h30, voire des fois 2h du matin. Il a fallu accepter ça et il a fallu expliquer, entre guillemets, à mon cerveau qu'il aurait ses heures de repos, mais pas 22h, 7h du matin. Et j'ai pas toujours eu la régularité dans le sommeil, mais par contre, j'ai toujours eu la quantité de sommeil. Et ça, ça m'a pas joué de mauvais tour, quoi. Malgré tout ce qu'on m'a dit, tu verras si t'as pas le sommeil qui est régulier et tout. Mais du coup, le repos et l'alimentation, ouais, c'est deux volets que j'avais jamais expérimentés. Et là, je me suis dit, quand même, il faut que tu te donnes toutes tes chances, là. Et puis, je le regrette pas, quoi, parce que maintenant je continue de m'alimenter comme avant, quoi, parce que ça me maintient vraiment avec un bon taux d'énergie, quoi. Et au niveau du commentaire, par exemple, est-ce que tu as ressenti une amélioration ou c'est pas moi de le dire, ça. En tout cas, je me sens pas fatigué. À Blue, on a un rythme en principe durant les périodes dites chargées. Et comme on en a de plus en plus des semaines anglaises entre les Coupes d'Europe et même le championnat suisse qui se met à mettre pas mal de semaines anglaises, on fait 3 prestations, ce que j'appelle antennes. Ça veut dire tu fais ou 2 commentaires, une présentation, ou tu vas comme reporter et tout. Après, on a le lundi où on a toutes les séances de préparation, de coordination, et puis tu as un jour de prépa, quoi. Et ta semaine, elle est déjà écoulée, quoi. Mais 3 prestations par semaine, ça me posait aucun problème. On a eu 6 semaines anglaises d'affilée. Avec les Coupes d'Europe qui sont rapprochées avec le nouveau format, non, j'étais bien, quoi. Vraiment bien. J'avais de l'énergie à revendre, justement. Ouais, parce que j'étais venu du coup assister à la conférence que tu avais donnée à la couronne du Gros Chasseral, où je crois que durant cette période, je sais plus exactement quand c'était, mais début d'année, tu étais justement dans un truc de presque un match tous les 2 jours, ou je sais plus, il me semble que c'était un rythme assez effréné quand même. En fait, maintenant, avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, on jouait déjà le 22 et le 29 janvier. Alors qu'avant, ça commençait un peu plus tard. Et puis après, il y a le championnat suisse qui a mis une journée là au milieu. Puis après, tu as directement le tour préliminaire, les 16e de finale, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle les KO Playoffs. Puis après, tu as les 8e de finale qui enchaînent. Et puis, du coup, quasiment jusqu'à fin mars, tu que des semaines anglaises, quoi. Donc, t'es vraiment la tête dans le guidon. Et puis, tu dois jouer tous les matchs, hein. On n'a pas comme les grands clubs d'Europe tous les postes qui sont doublés, quoi. Donc, mais moi c'est ça que j'aime, hein. Moi je préfère ça que ces longues périodes de pause où il y a rien à faire. Alors c'est autre chose comme métier. Là typiquement je te donne un scoop, je suis sur un tournage, un documentaire sur la dépression. Okay. Des sportifs d'élite après leur carrière, et puis on allait voir quelques intervenants du passé qui nous ont fait part de leurs témoignages. Je suis en rendez-vous là, courant du mois de novembre, on va aller voir un retraité qui vient de finir sa carrière professionnelle maintenant, puis après on va mettre tout ça en boîte, puis du coup on fait ça entre deux, tu vois, quand on a justement les pauses des équipes nationales où on a un petit peu plus de temps. Le hic, moi, c'est que moi, du coup, maintenant, je suis un peu sur les plots, comme on dit. Je suis à l'arrêt. Ouais, durant ces périodes moins chargées, t'as pas l'adrénaline que t'as en commentant le match de foot. C'est différent. Moi, j'adore quand même aller visiter les clubs. Ça fait aussi partie du job, aller aux entraînements, discuter avec les entraîneurs, les joueurs, en dehors du cadre. En fait, ma facette
atypique est celle qui est peut-être le plus appréciée parce que moi, je te parlais de découverte, curiosité, des choses imprévues. C'est ce que j'aime aussi dans les émissions que je présente, c'est ce que j'aime aussi dans les matchs que je commente. J'ai pas un roadbook de 15 pages avec toutes les statistiques des joueurs, le nom des coiffeurs des joueurs, est-ce qu'ils attachent d'abord leur soulier droit ou leur soulier gauche. Personnellement, ça m'intéresse pas. Et c'est très bien que d'autres s'intéressent à ça. Comme ça, le téléspectateur, il a de la variété. Moi, j'aime me considérer comme un transmetteur d'émotions. Donc, en fait, tu es dans ton salon, tu as bossé toute la journée, tu attends, en ce qui me concerne, du coup, un match de foot, puisque je commente essentiellement du foot. Avant, on faisait du hockey, mais maintenant, on ne le fait plus. Et du coup, je suis là pour te divertir en complément de ce que tu attends. C'est pas moi que t'attends. T'attends Yamal, t'attends le FC Bâle, si t'es fan de Bâle, t'attends pas Alain Rohrbach pour qu'il commente le match. Sauf que moi, je suis là pour accentuer tes émotions, pour que tu passes une bonne soirée. Et partant de là, c'est aussi ça qui me plaît dans ce métier, c'est que chaque match, c'est une nouvelle histoire. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'un roadbook de 15 pages. Et s'il y a rien à raconter, c'est ce qui fait aussi un peu le côté atypique d'Alain Rohrbach, c'est que je me permets pendant 30 secondes de rien dire. Alors, c'est pas trop la culture, on va dire, latine. C'est plutôt une culture que les Allemands vivent assez bien. C'est vrai que les Italiens, les Français et du coup les Suisses romands, on a tendance à beaucoup parler. Au début, je le faisais parce que je venais de la radio, puisque j'ai fait toute mon école sur les ondes d'RJB. Et du coup, t'as tendance à trop parler. Mais avec le temps, j'ai appris à laisser parler les images, en fait. Et si moi, je peux rien t'amener plus que ce que tu vois, tais-toi, quoi. Pour conclure l'aspect Ironman et faire la transition, justement, on a déjà un petit peu commencé, mais avec le commentaire et ton métier, en quoi l'adrénaline est différente entre celle d'un départ d'Ironman ou d'arrivée ou tout ce qu'il y a de mieux dans les émotions que tu as vécues en faisant l'Ironman et celle que tu vis en tant que commentateur sportif? Quel est le lien ou le parallèle que tu peux faire entre les deux? Je sais pas si c'est... je sais pas si je peux comparer parce que... Bon, déjà, quand tu pratiques quelque chose, quoi que ce soit pour la première fois, ça va au-delà du sport. Même dans une rencontre, une relation, t'as les papillons, t'as cette excitation. Le tout, il faut pas que ça te crise, faut pas que ça te stresse, mais c'est la même chose. Je te parlais des concerts de la gym à la salle des fêtes à Arconvillers. Le premier que tu fais, t'es excité comme un fou, ou alors t'es monstre tendu. Moi, j'ai des copains qui pleuraient de stress, de peur et tout. Moi, c'était l'inverse, quoi. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'y être. Et moi, j'ai eu des émotions fortes, très très fortes avant le départ. Et c'est marrant parce que j'ai plutôt eu des émotions qui m'ont fait pleurer. Et puis, j'ai toujours, alors pas un match, mais une émission, t'as toujours ces petits papillons, quoi. Mais quand tu entends les comédiens en parler ou les humoristes, ils te disent la même chose, les chanteurs la même chose. C'est bien d'avoir ces petits papillons, et je sais pas comment le dire. Moi, dès que la lumière, la caméra, elle se met en marche, c'est l'excitation, c'est fini, j'ai aucun stress. Mais c'est aussi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai plus de 1000 prestations à mon compteur, donc t'es pas dans l'inconnu. C'est pour ça que c'est difficile de comparer avec un Ironman que j'avais jamais vécu. J'avais jamais nagé 4 kills de ma vie. Les plus longs entraînements que j'ai faits, c'était 2 kills, 2 kills 5. Et quand j'habitais dans la vallée de Tavannes, on m'a jamais vu nager ne serait-ce que 1000 mètres à la piscine couverte de Bévillard, tu vois. Donc, il y avait de ça un peu. Donc, c'était différent. Mais j'étais serein parce que j'avais fait la préparation. Donc, j'ai eu des émotions parce que j'ai pensé au chemin que j'avais fait, mais sur le moment, c'est dur à comparer, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que par rapport au travail, puisque tu veux faire un lien après avec le job, c'est que moi, je me considère jamais au travail, en fait. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait de ma passion un métier à 46 ans.
J'ai commencé à 18 ans de commenter, mais je veux dire, j'ai toujours dit que peu importe le métier que je fais, si le matin quand je me lève, je dois y aller en marche arrière, si je peux, je réfléchis à me réorienter, quoi. Mais là, j'en suis à des années-lumière, t'imagines, fan de sport. Je suis tout le temps en route. J'ai la chance d'être dans une chaîne suisse qui a la possibilité de diffuser la Ligue des Champions et toutes les Coupes d'Europe. Et du coup, j'ai eu la chance d'être parmi les journalistes à voyager. Donc, j'ai fait quasi tous les plus beaux stades et les stades que tous les fans de foot ont envie de voir en Europe. Et en plus, on me paye et on me donne des vacances. Franchement, qu'est-ce qu'on veut demander de plus? Tu l'as dit, tu t'es mis à ça à 46 ans. Est-ce que tu peux brièvement nous faire un petit retour sur ton parcours, nous expliquer un peu ton parcours pour qu'on comprenne un petit peu les tenants et aboutissants de ça? Moi, je me permets toujours de raconter cette anecdote. Donc, à l'époque, j'habitais à Reconvier, j'avais 17 ans. Et puis, tous les dimanches, on jouait au hockey dans le préau de l'école secondaire vers la halle de gym à Reconvier. Et il y avait une bande de potes. Et dans cette bande de potes, il y avait Flavio Torti qui venait avec Jean-Claude Lirty, Gérard Scheidegger, Laurent Villemier, dit Lutch de Tramelan. C'était un peu, je crois qu'il y avait aussi Chiesa qui était à l'origine, mais j'aimerais pas en oublier. C'était un peu le noyau dur de l'époque. Puis on jouait avec eux, j'avais un peu le clapet ouvert. Et Flav me dit ouais, viens commenter avec nous, là. On a une bande de potes, on commente le hockey et tout. Et je me souviens toujours, mon premier match, c'était le CP Tavannes contre le HC Tramelan. Et Tavannes perd ce match et est relégué. Je sais plus en quelle ligue ça se jouait, mais c'était au Lauvière, quoi. Donc j'avais pas 18 ans, j'avais pas le permis. Puis ça a commencé comme ça. À côté du foot que je faisais à l'époque, au FC Reconvier, j'allais quelques week-ends commenter des matchs à RJB. Et puis je vois passer une annonce à la télévision, jeune commentateur, concours du jeune commentateur, et je me dis vas-y quoi, t'aimes ça, vas-y. Et puis je gagne ce concours. Et à l'époque, c'était Boris Aquadro, qui est, pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, c'est une légende du journalisme suisse roman. Pour moi, c'était la référence, qui était chef des sports à l'époque et qui me remet le prix et qui m'informe que le premier prix, c'était un stage de 2 semaines à la TSR à l'époque, à Genève. Et puis, un voyage pour la finale à l'époque, ça s'appelait pas la Champions League, mais la finale, la Coupe des clubs champions. Et du coup, je vais assister à la finale mais j'ai un doute maintenant si c'est 88 ou 89, à Barcelone, le Grand Milan que j'adorais avec Gullit, Rijkaard, Van Basten, qui met 4-0 à Steaua à Bucarest. Le stade est rempli de supporters de Milan, je vis une expérience de fou. Et là, je me dis, c'est quand même beau comme métier, quoi. Puis je fais mes 2 semaines de stage à la TSR, mais j'ai 19 ans, quoi. Et à côté de ça, je commence un apprentissage. J'avais fait l'école d'administration à Bienne. Je fais un apprentissage de fonctionnaire diplômé à la Poste. J'étais en apprentissage à Tramelan, avec Costaud, pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont eu connu. Fameux Costaud qui a fait 40 ans au guichet de la Poste à Tramelan. Et puis, du coup, je fais ça toujours en parallèle. Et ça dure. Et puis, Philippe Ducarreau, je le rencontre durant ces années-là, sur un poste où j'avais déposé ma candidature à la radio suisse romande. Lui, il était plus âgé, il était déjà connu, il était connu de Radio Fribourg, c'est lui qui a engagé. Sauf qu'on n'était plus que 3. Et du coup, quand on a passé le premier, le deuxième et le troisième stade, on s'est rencontrés, les 3 qui étions encore là. Et du coup, Philippe Ducarreau a gardé mon contact. Et puis, moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin à RJB. J'ai fait ma vie à la Poste. Ensuite, j'ai bifurqué dans les assurances. Et puis, un jour, il m'appelle. Et c'est là qu'il a monté Téléclub, à l'époque, puis qui cherchait des commentateurs pour lancer cette chaîne de sport que Swisscom voulait créer. Et ça, c'était en 2009. Et du coup, j'ai
arrêté avec la promotion du HC Bienne, qui pour moi était aussi boucler la boucle, en tant que, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne dans le Jura bernois, grand supporter du HC Bienne. Je les avais vus tomber en 95, je les vois remonter. Pour moi, la boucle était bouclée. Et du coup, je suis parti rejoindre Philippe Ducarreau. Et après, il a voulu m'engager plusieurs fois, et puis j'ai toujours dit non, 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 non. Et puis, en 2016, c'était un peu une année, on va dire, personnellement compliquée. Donc je me suis fait, il n'y a pas d'autre mot, virer de la compagnie d'assurance pour laquelle je bossais. Et le lendemain, vraiment le lendemain, c'est quand MySports annonce avoir engagé 5 journalistes de Téléclub. Et du coup, il y a des places qui s'étaient libérées à Téléclub. Et puis moi, j'appelle Valérie, la secrétaire de Téléclub, pour lui dire, écoute, si jamais je suis full dispo, j'ai plus de boulot, parce que j'étais pigiste, donc à la demande, si tu veux. Et puis elle me dit, mais tu rigoles, tu sais que il y en a 5 là qui partent bosser à MySports, il te faut postuler, on va engager, quoi. Le timing est pas mal. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et du coup, donc en 2016, je postule là-bas. Et je signe mon contrat tout de suite, donc quasiment dans les 15 jours qui suivent mon licenciement, je retrouve du job. Et j'étais pas sûr de pas continuer dans les assurances. Je venais de faire le brevet fédéral à 45 ans, je l'avais réussi d'une traite, ce qui était assez conséquent aussi. Et finalement, grâce à mes enfants qui m'ont dit, mais papa, mais c'est bon, maintenant on est grand, pense à toi, c'est ta passion, t'as une chance incroyable. Je les remercierai jamais assez. Ils m'ont donné la petite étincelle qui m'a dit, ok, maintenant pense à toi. Et là, ça a été le début du processus dont on a parlé en début d'interview. Ça a été un premier déclic pour moi. Et puis, ça fait depuis 2017, février 2017, que je vis de ma passion, quoi. Finalement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que t'es autodidacte un peu. T'as pas de formation de journaliste ou t'as... Ah, mais je suis une imposture totale, moi. C'est ça qui est vraiment moi, je suis intéressant. une imposture totale. C'est ça qui est magnifique. J'ai pas fait la moindre école de journalisme, c'est clair. C'est le terrain qui t'a formé, en fait. C'est pas vrai, parce que j'ai fait la meilleure école de journalisme, celle des radios locales. Et les anecdotes que j'ai accumulées en commentant à RJB, où tu devais te débrouiller pour monter tes lignes, t'arrivais sur des patinoires où tu devais démonter les lignes à la buvette pour installer ta position de commentateur, ou pendant les matchs à Lausanne, quand tu criais un peu trop fort, tu te faisais arracher la prise parce que tu gueulais goal pour Tramelon, Moutier ou Saint-Imier, et puis tu devais vite courir, remettre... Enfin, t'avais plus de stress de l'imprévu, la même chose, parce que c'est la meilleure école. J'ai souvenir on commentait les matchs de Xamax à l'époque, puis on arrive au Hartourme, et puis nous on avait les anciennes prises, tu sais, à 4... comment on appelle ça, 4 tiges. Et puis à Zurich, ils étaient plus évolués, ils avaient déjà les nouvelles prises en forme de Z, là, tu sais. Du coup, nos prises, c'est un peu comme Apollo 13. Comment mettre nos prises 4 broches, on n'avait pas d'adaptateur, tu démontes la prise. Puis après, t'as le mec du Hartourme qui vient, qui te hurle dessus, puis qui t'amène un adaptateur. Et au local, la même chose, on a dû démonter les prises. Les copains, quand ils allaient à Saasgrund avec Saint-Imier, quand ils ont fait les finales de promotion, puis qu'ils tiraient les lignes de téléphone sur 40-50 mètres parce que la patinoire, elle était en plein air. C'est des souvenirs qui finalement ont forgé aussi ce que je suis devenu après. Donc, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais l'apprentissage de maîtriser l'imprévu ou de pas paniquer surtout devant l'imprévu, je crois que j'ai fait la meilleure école de journalisme possible, en fait. Finalement, c'est faire, essayer, itérer, recommencer et puis trouver les solutions. Mais encore une fois, est-ce que c'est honteux de se tromper? Est-ce que c'est honteux de faire un lapsus à l'antenne? Moi, je dis chaque fois à mes collègues, les gars, une année sans être dans le bêtisier de Blue Sport, pour moi, c'est une année de raté. Mais ouais, mais est-ce qu'on doit se prendre au sérieux? Est-ce que je parle d'Ukraine? Est-ce que je parle de ce qui se passe à Gaza? Non, je fais du divertissement. Et j'ai aucun problème avec l'autodérision, j'ai aucun problème avec le fait que je fasse rire. Et si t'es OK avec ça, vas-y, essaye, ouais, expérimente. Alors après, il y a des moments où je suis plus sérieux, où je prends moins de liberté. Je veux dire, une finale de Ligue des Champions, il y a des rendez-vous
où tu sens quand même un peu plus de pression, où tu es un peu différent, mais pas tant que ça, parce que finalement, être totalement différent de ce que je suis d'habitude, bah, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est où le Alain Rohrbach qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas? Et c'est pas lui. Donc, il faut expérimenter. Vas-y. Au pire, tu te trompes. Et puis, c'est pas moi qui le dis, hein, mais se tromper, c'est un apprentissage. C'est se tromper plusieurs fois en faisant la même connerie ou la même erreur qui est pour moi négatif. Mais si tu te trompes une fois et que tu apprends de cette erreur et qu'après, tu deviens meilleur, vas-y, trompe-toi, quoi. Et aujourd'hui, sur quels aspects tu continues d'apprendre et de trouver des axes d'amélioration par rapport à ton métier, par rapport aux commentaires, au journalisme, sur quoi tu penses ou tu continues d'apprendre et tu te dis, ok, là, c'est des axes que j'aimerais travailler encore. Est-ce qu'avec tant d'expérience, tu as encore ça ou pas? En réalité, je pense que sans le vouloir, en fait, oui, j'essaye d'évoluer avec les technologies d'aujourd'hui. Alors, typiquement, aujourd'hui, je dois avouer que mes préparations se font aussi à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est clair, c'est toujours avec le contrôle qui va derrière, parce qu'il y a quand même pas mal de coquilles, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, recouper les informations. Non, moi, c'est plus dans le lâcher prise. Et j'expérimente ça depuis maintenant. Ça fait 2 ans qu'on a eu un changement de rédacteur en chef. J'ai dû faire l'intérim pendant cette période-là. Et là, je me suis dit, t'as plus le temps de tout concilier. Parce qu'on était le même nombre, mais sans le rédacteur en chef qui nous avait quittés. Et je devais assumer mes prestations, plus faire l'intérim. Ça a duré 6 mois. Mais là, j'ai dit, lâche prise. Et puis, j'ai vu que ça marchait bien. Et puis aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça, quoi. Et j'essaie toujours d'expérimenter des nouvelles idées, des petites astuces que je vois que les collègues qui pratiquent. J'aime bien aussi m'inspirer de ce qui me plaît. Donc je regarde beaucoup les chaînes étrangères aussi pour voir certaines manières d'être, pas forcément de parler, parce que ça, j'ai pas envie de changer ma voix, j'ai pas envie de changer ma posture, mais anglais peut-être au niveau du questionnement. Tu vois, les questions ouvertes, elles mènent forcément plus à la discussion, faire peut-être plus attention à ces choses-là. Et ça, la pratique, le gros danger, en fait, c'est de tomber dans une forme de routine, quoi. Et moi, c'est surtout là-dessus que je reste éveillé, quoi. J'ai pas envie de tomber dans une routine. Pour moi, tous les matchs, toutes les émissions et tous les jours, tu parlais du réveil, on a commencé avec ça, il faut pas que ce soit trop une routine, quoi. C'est pas toujours facile pour ceux qui vivent à côté de moi, mais ouais, c'est ça le plus gros défi, challenge. Et puis, on apprend tous les jours, quoi. On apprend en regardant les jeunes d'aujourd'hui équipés avec des micros, des caméras, des lumières. On apprend. Toujours. Par rapport à ton rôle de commentateur, il y a forcément, en plus dans le foot, une connaissance du sport et une analyse à faire. Comment tu te positionnes par rapport à ton savoir footballistique, je mets des gros guillemets avec ça, et je commence à comprendre ton détachement par rapport à l'erreur, si tu fais une faute, si quelqu'un pense que c'est une mauvaise analyse que tu as faite, j'ai l'impression que ça te passe un peu au-dessus, mais comment tu te positionnes par rapport au fait de devoir fournir une explication, une analyse, une sorte d'expertise sur le sport que tu commentes? Alors, écoute bien les commentateurs d'aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui osent ça. Ils restent lisses. Tu pourras jamais leur reprocher quoi que ce soit. Le nom du buteur, il est juste. Le nombre de buts qu'il a mis cette saison, il est juste. La nationalité, elle est juste. Le nom du coiffeur, il est juste. Tu peux rien leur reprocher. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Je m'excuse, mais ça, c'est personnel. Moi, je ne veux pas être comme ça. Donc, moi, je donne mon avis. Et forcément, quand tu donnes un avis, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui seront d'accord, et il y a ceux qui te prendront pour un aveugle. Mais moi, si je dois arrêter ça parce qu'il y a une ligne rédactionnelle qui dit non les gars,
Non, ça, c'est pas cohérent avec ce que je te disais avant. C'est-à-dire que toi, tu as passé une journée de merde, tu regardes le Real Madrid, il prend 4-0 contre le Barça. Moi, je me permets de dire, le Real Madrid, ce soir, il joue quand même pas selon leur standing, machin. Je taille un peu le Real Madrid. Et pour l'anecdote, avec les réseaux sociaux, ça va vite aujourd'hui. Je reçois peu d'insultes ou de réactions négatives. Je suis étonné de ça. Et une fois, j'en ai reçu une. Si je prends cet exemple-là, c'est pas par hasard. Parce que, effectivement, c'est quand le Barça va gagner 4-0 à Madrid. Puis j'étais un peu sévère avec le Real Madrid, mais avec ce qu'il montrait, il fallait être sévère avec le Real Madrid. Et pendant le match, je reçois un message, avec tous les mots pas possibles. Et ne serait-ce que pour apprendre, et par politesse, je réponds toujours à tous les messages que j'ai reçus. Alors des fois, je mets un peu du temps, parce que je vois pas toujours. Tout dépend les outils utilisés pour m'écrire, parce que je suis pas tout le temps sur Messenger et autres. Et le lendemain, je réponds à cette personne. Puis je lui dis, mais écoutez, dans un but de m'améliorer et de comprendre la situation, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a mis dans cet état et tout? Le gars, il a commencé par me remercier pour le commentaire, l'enthousiasme et tout. Et il s'excusait parce que il est supporter du Real et il était monstre frustré que le Real perde 4-0. Et du coup, j'avais raison de dire ça, mais sur le moment, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, on est dans le canapé, on prend le téléphone, on écrit, c'est parti. À l'époque, mais tu la connais pas cette époque, il fallait prendre un stylo, une feuille de papier, il fallait écrire ce que tu voulais écrire, il fallait chercher l'adresse où l'envoyer, il fallait aller mettre une enveloppe, un timbre, puis encore aller à la boîte postale. Avant de faire ça, il y a la nuit qui se passait, puis le lendemain, tu ne le faisais peut-être pas forcément. Tandis qu'aujourd'hui, on doit vivre avec, quoi. On est là, il y a impulsion, bam, 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 et puis ça part, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser, il ne faut pas le prendre pour soi, il faut le prendre comme ça. C'est clair, si je reçois 10 messages, je me dis j'ai dû faire une connerie, et là, je regarde. De toute façon, je regarde quand même, quand j'ai le temps, toujours les moments clés des matchs que je commente. Justement, un but annulé sur hors-jeu, penalty, carton rouge, la VAR, maintenant, ça a tellement changé notre manière de commenter. Tu cries goal, mais tu sais pas s'il y a goal, etc. Et puis, c'est par politesse toujours quelque chose que je prends en considération. Mais tu sais, Boris Aquadro, pour en revenir à lui, il m'a toujours dit, quand je l'avais rencontré à 19 ans, il m'a dit, Alain, mais c'est le plus beau métier du monde. Il faut que tu acceptes qu'il y a deux styles, il y a deux types de téléspectateurs. Il y a ceux qui t'aiment pas et il y a ceux qui te détestent. Du moment où tu acceptes ça, fais journaliste sportif, c'est le plus beau métier du monde. Et lui, si tu vas regarder dans les archives, et tous ceux qui ne le connaissent pas, mais tapez Pierre Delez, 1984, Los Angeles, et puis vous tapez Grunenfelder, je crois que c'était à Lake Placid ou Calgary, j'ai un doute, Jeux Olympiques d'hiver, le mec, il m'a accroché derrière la télé sur un 50 km ski de fond, quand Grunenfelder va faire la médaille d'argent, et puis quand Pierre Delez, il tombe à 3 mètres de la ligne, je crois que c'est la demi-finale du 1500 mètres à Los Angeles, le gars, mais il vous tire les poils, c'est ça, c'est la référence. Et ça manque trop aujourd'hui, c'est beaucoup trop lisse. Est-ce que le rôle du commentateur aujourd'hui, il change, il commence à changer? Est-ce que c'est plus du... Voilà, tu as parlé avant de data, de stats. Est-ce que c'est moins dans l'émotion? Est-ce que c'est moins dans l'analyse? Aujourd'hui, vous avez quand même aussi des consultants à côté, peut-être pour apporter plus cet aspect analyse, eux qui sont souvent des anciens joueurs pro. C'est très français, enfin très francophone. Hein. Typiquement, nos collègues alémaniques qui ne commentent pas en duo. Ok. Et nous, on s'y est mis parce que toutes les chaînes françaises le font. Et c'était aussi une plus-value qu'on voulait amener pour légitimer le fait que pour regarder Blue Sport, tu payes aussi un abonnement, quoi. Et je vois que typiquement, tous les matchs de l'équipe suisse maintenant se font aussi en duo. Je trouve que si tu as le bon complément, c'est effectivement une répartition des rôles. C'est une manière de commenter différent. Ouais. Moi, j'aime bien commenter seul parce que j'aime avoir aussi cet aspect du regard tactique. À mon niveau, mais j'ai entraîné, enfin on a fait presque 30 ans de foot, donc voilà, lire le foot à mon niveau toujours, j'aime faire ça. Mais c'est différent quand t'es en cocom avec quand même un ancien joueur ou un ancien entraîneur, c'est clair, quoi. Et
pour répondre à ta question, moi je trouve qu'effectivement aujourd'hui on est beaucoup trop inondé de statistiques. Mais parce qu'on reçoit toutes les informations, on a tous des applications. Bon, moi je les utilise aussi, hein. Mais justement, le talent entre un David Lemos et peut-être un commentateur un peu plus lambda en Suisse romande, c'est que David, il a énormément d'éléments, mais il va pas forcément tous les utiliser. Si le match ne nécessite pas d'utiliser tous les éléments que tu as préparés, et ça c'est son don, c'est qu'il distille les choses quand il faut. Et moi j'aime assez me comparer, toute proportion gardée, à David, dans le sens où il y a des fois où j'ai une page de notes, parce que je prépare toujours manuellement, c'est ma routine pour me mettre dans mon match. Les éléments que je trouve, je les biffe pour pas les répéter déjà. Et puis il y a des fois où je finis le match, j'ai pas utilisé la moitié de ma feuille parce que le match ne s'y prêtait pas. Par contre, si c'est clair, c'était un 0-0 et il se passe rien du tout, tu vas plus facilement piocher dans tes données, tu vois. Mais après, c'est quoi les données qui t'intéressent? Les expected goals, ce genre de choses. Moi pas. Je préfère utiliser mon vieillage et justement mes anciens souvenirs de matchs ici, de références ici. Puis je vais chercher des anecdotes comme ça. Et puis j'aime bien aller chercher des anecdotes. C'est pour ça que je te disais, pendant les périodes creuses, je vais visiter les entraînements. Je vais au camp d'entraînement de préparation des clubs. Parce que c'est là que tu noues d'autres liens que simplement le journaliste. Et c'est là que tu as des éléments hyper intéressants à discuter. À René Weiler, quand il est arrivé, m'a parlé du Japon, m'a parlé de l'Égypte. C'est toutes des choses qui m'ont été utiles dans les premiers matchs que je commentais à l'époque de Servette. Je vais en Transnistrie avec eux aussi, on voyage avec eux. Il y a plein de trucs que tu vois... Alors, il y a des choses que tu dis pas, mais il y a plein de choses que tu peux utiliser. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager. C'est un peu les insides. Aujourd'hui, c'est ce que veulent entendre les gens. Ils veulent pas forcément uniquement des chiffres. Ils veulent toutes ces petites histoires, ces petites anecdotes. Peter Zeidler est presque devenu je veux pas dire un ami, mais un super copain. Quoi. Avec les années, il y a des gens avec qui je suis allé faire du vélo. Enfin, tu vois. Voilà, ça pour moi, ça fait aussi partie d'une préparation. Mais c'est pas une préparation que je peux te dire, je vais l'utiliser à mon prochain match si on s'égale. Non, peut-être que je l'utiliserai dans 3-4 mois parce que j'accumule ça, je me fais ma propre data, mais avec les éléments et les informations qui m'intéressent. Alors j'espère que elles intéressent les téléspectateurs, mais je crois comprendre en tout cas que au vu des enquêtes de satisfaction et tout, la cote elle est pas si mauvaise auprès des téléspectateurs, donc ça m'incite à ne pas changer. Tu viens de nous parler de la base de données que tu te construis ou que tu t'es construit, que tu continues à fournir au fur et à mesure des rencontres. Au niveau plus précis, si on prend match après match, à quoi ressemble une préparation de match, à quel moment dans la semaine ou combien de temps avant le match elle démarre. Par exemple, un match de Ligue des Champions où il y a le déplacement, etc. Est-ce que tu peux un peu nous emmener avec toi dans le déplacement du moment où tu commences à t'intéresser peut-être ou à planifier le match et ensuite jusqu'au coup d'envoi? Alors, si je te réponds sous le spectre de ma chérie, elle va te dire je suis H24. Je lis tout ce qui se passe, je regarde tout ce qui se passe. Là, je suis, comme je t'ai dit, à l'arrêt, mais je décroche pas. J'ai vu tous les matchs, etc. Et puis ça nourrit ma curiosité, ça nourrit aussi ma banque de données, si tu veux. Et puis après, si t'es tête dans le guidon et que t'as un match tous les 3 jours, en réalité. Il n'y a pas de possibilité de se dire ce jour-là, je vais préparer mon Sion-Saint-Gall, puis le lendemain, je vais faire mon Real Madrid-Liverpool, quoi. Donc, tu as la planif, en principe, 4-5 semaines avant, et dès ce moment-là, moi, je regarde tout ce qui se passe avec le Real, tout ce qui se passe avec Liverpool, je regarde les matchs, ou du moins les résumés des matchs, si je suis pas à la maison pour regarder carrément le match. Et puis, pour te donner un programme type, donc en principe, on dit au niveau Blue, on a 4 heures de préparation pour un match. Donc, si tu as 2 matchs dans la semaine, tu as un jour où tu vas faire la préparation de tes 2 matchs. Et puis, le jour du match, tu as ton déplacement. Alors, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on n'est pas juste au travail pour commenter une heure et demie, quoi. On doit y être 3 heures avant.
Donc tu comptes le déplacement 3 heures avant parce qu'il y a tous les tests à faire. Après, il y a les enregistrements des interviews qui sont 1 heure avant avec les coachs. Puis 3 heures avant, s'il y a un coup dur sur la route, ça permet de se retourner dans le sens où s'il arrive quelque chose de malheureux, un accident ou autre, on a la possibilité de dépêcher. On a une solution de secours pour aller au moins en cabine dans nos studios, commenter le match à défaut de pouvoir te rendre à Zurich ou à Saint-Gall-à-Temps, quoi. Et puis pour la Coupe d'Europe, on voyage. Alors, ça dépend les destinations, mais style Paris, tu prends le train le matin. Donc tu prends le train à 10h à Lausanne et puis tu arrives en tout début d'après-midi, tu vas déposer tes affaires à l'hôtel puis tu vas au stade direct, quasiment, c'est à peu près ça. Parce que on a le matériel avec nous. Donc moi j'ai ma valise avec mon codec, donc il faut tout de suite quand même checker les lignes. Donc ça c'est la priorité. Donc 4 heures avant, tu es au stade pour tester les lignes, régler tout ce que tu dois régler avec la technique. Après, si t'es pas trop loin, tu retournes un tout petit peu à l'hôtel ou pas. Et puis le luxe, c'est quand tu as des destinations un petit peu moins accessibles le jour même, on part la veille. Okay. On part la veille, et puis si on part la veille, on regarde pour partir potentiellement dans la matinée pour pouvoir au moins profiter d'aller au stade au moment des conférences de presse. Moi, j'aime bien parce que c'est aussi une préparation. Tu vas aux conférences de presse. Alors, souvent, c'est l'équipe visiteuse parce que l'équipe locale, elle fait la conférence de presse à midi dans son centre d'entraînement. Tu peux pas y aller. Mais l'équipe visiteuse est au stade. Et puis, tu vois l'entraînement, le premier quart d'heure d'entraînement. Puis, mais t'as déjà quand même pris la température. Et puis, tu rentres le lendemain. Donc, moi, je m'efforce toujours le jour du match à me lever très tôt pour au moins profiter de l'endroit où je suis. Aussi, ça fait partie de la préparation. Tu vas prendre la température, tu discutes avec les cafetiers. Moi, j'adore ça, en fait. Et j'essaye quand même de profiter. Des fois, je vais faire un jogging. Là, j'étais à Copenhague, j'étais en pleine préparation. Je suis allé faire un 20 km le matin. Je me suis arrêté sur une terrasse, discuter avec les cafetiers. Je suis tombé sur un supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai pas appris grand-chose pour mon match du soir entre Copenhague et Bâle. Mais c'est quand même très condensé, quoi. Mais après, on est au boulot, quoi. Hein. C'est clair que on n'est pas non plus... c'est pas des vacances, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et puis là, les plus beaux souvenirs, quand même, c'est quand tu as des destinations exotiques. Comme je t'ai dit, je suis allé en Transnistrie avec Servette. C'est une immersion dans le passé. J'avais l'impression d'être revenu dans les années 70, dans une ancienne ville soviétique. Jamais je serais allé là-bas, hormis le boulot. Là, j'ai la chance, s'il n'y a pas de changement de programme, d'aller le mi-décembre avec Lausanne en Finlande, à Tampere. 3,50 m de neige, en principe, à cette période-là. Moi, je me réjouis comme un fou. Je préfère presque aller là que de retourner à Anfield ou à Munich, ces gros stades aseptisés que j'ai déjà fait plusieurs fois, quoi. Quand tu l'as déjà fait, justement, tu parlais d'imprévu et d'inconnu, c'est un petit peu ça, c'est d'aller chercher des nouvelles expériences aussi. Ouais. Il y a Marseille que j'ai pas fait. Il y a j'espère pouvoir faire le nouveau Camp Nou quand il sera peut-être une fois ouvert. Et je suis pas retourné au nouveau Bernabéu. Mais oui, j'ai fait les deux stades mythiques d'Écosse. J'ai fait Bilbao, Sociedad, enfin des stades un peu, tu vois, où c'est atypique, quoi. Et puis il y en a encore un ou deux. Newcastle, ça a l'air assez sympa. Mais après, il faut que le hasard du calendrier fasse que tout à coup, t'as un match qui t'y amène, tu vois. Puis après, je suis pas tout seul à voyager, je suis pas tout seul à décider, donc. Mais une armoire à souvenirs incroyable, tous ces déplacements, ouais. Selon ce que tu me racontes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus humain quand tu vas sur place, que justement tu discutes avec les gens, plutôt que le commentaire en cabine sur place. Je sais pas si ça se fait de plus en plus. Tu sais ce que c'est l'avenir, hein. Aujourd'hui, on a même déjà des post-tests à domicile. Okay. Donc, on aura des codecs que tu peux brancher chez toi et commenter, moyennant petite installation au niveau sonore, pas que tu aies trop d'écho et tout. L'avenir, tu pourrais commenter depuis chez toi, quoi. Alors nous, ce qui est l'étranger, pour des raisons de budget et puis de logistique, on se déplace
pas beaucoup. On fait les clubs suisses, c'est logique, et on fait les phases à élimination directe, c'est-à-dire les matchs à haut potentiel. Tout le reste, actuellement, se commente en cabine. On reste un petit média suisse, hein, et puis on est 11 journalistes à plein temps. Tu vois, les autres, c'est tous des pigistes qui viennent sur appel. Donc, si tu comptes à chaque fois un jour de déplacement, le match, le lendemain, tu retournes. Sur une semaine de 5 jours de travail, ton potentiel, il est vite épuisé. Donc, on fait pas mal de matchs en cabine. Mais alors après, si tu me demandes mon avis, au-delà du fait que ça coûte quand même de l'argent d'aller commenter sur place, c'est clair, pas le même budget que de commenter en cabine. Mais tu vois, je reprends l'exemple de ta journée de travail. Si moi, j'ai le même support visuel que toi pour essayer de t'amener une plus-value, c'est compliqué. Si je suis sur place, ce qui est aussi ce que j'aime faire, je regarde jamais mon écran à part pour les ralentis. Mon regard, il va sur le banc, il va en tribune, il va sur les remplaçants, il va sur l'attitude du gars qui a raté son but et que tu vois pas forcément à l'écran. C'est ça les plus-values que je peux amener. Donc pour moi, c'est incomparable de commenter sur place un match ou en cabine. Parce que une nouvelle fois, je suis pas là pour t'amener le nom du coiffeur et le nombre de buts marqués par le joueur. Je suis là pour t'amener une plus-value. Et la plus-value, pour moi, c'est mes yeux qui me l'amènent. C'est-à-dire, mes yeux doivent aller ailleurs que la caméra. Ça m'amène sur une question sur l'avenir de ce métier. Finalement, j'ai l'impression, en discutant avec toi, que la valeur que le commentateur amène, c'est finalement son interprétation singulière du match, à l'heure de l'IA et de toutes ces choses-là. Comment tu vois la suite et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Même si, au niveau de ce que tu penses, j'ai mon idée. Mais... Ouais, écoute, il faut pas être aveugle. On n'y est pas encore, heureusement. Moi, je pense que je vais gentiment pouvoir arriver au bout de ma carrière professionnelle. Si j'ai la santé pour y arriver, ça c'est un autre débat. Avant que l'IA vienne me remplacer. Mais je veux dire, quand tu vois qu'il y a déjà certaines chaînes qui ont des présentatrices météo IA... Alors de là à interpréter un match de foot, je pense que les algorithmes se développent tellement rapidement que ça va être dans le domaine du possible. Hein. Mais encore une fois, c'est un métier d'émotion, c'est un métier de divertissement. Alors amener cette facette-là, j'espère que ça prendra encore un peu de temps parce que le jour où tu regardes ton émission de sport et que c'est une IA qui la présente et puis que c'est une IA qui te commente ton match, je sais pas, j'ai de la peine à me projeter jusque-là, mais je me dis que c'est quelque part pas utopique de le penser aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'on se raccrochera à l'aspect humain ou pas, et est-ce qu'on le jugera indispensable? La société en général, c'est nouveau, je suis là pour dire ce que je pense, pas pour avoir raison ou tort, mais je pense que elle s'est tellement accélérée qu'à un moment donné, et on le ressent déjà. Les nouvelles générations, vous en avez pris conscience. Moi, en discutant avec mes enfants, je sens qu'il y a une prise de conscience où il faut qu'on freine un petit peu, quoi. Il faut qu'on fasse ralentir la machine. Et je me dis, pas au niveau technologique, mais quand même de garder dans ces domaines d'évasion qui sont le divertissement, cet équilibre entre progressons avec la technologie. Donc nous, on utilise la réalité augmentée, t'as de plus en plus de possibilités avec les écrans, avec les analyses, les outils d'analyse, les caméras qui n'existent pas, mais tu peux faire des analyses tactiques 360 avec des images de synthèse, etc. Voilà, pour moi, ça c'est bien, mais le côté émotionnel ou le côté lapsus, le côté bafouille, le côté bêtise, le côté tout simplement blague, je sais pas si ça peut un jour être véhiculé par de l'IA. Je sais pas. Ou tout simplement, tu l'as dit, toutes les anecdotes et tout ce que le commentateur observe en discutant avec les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, finalement, ça, il n'y a plus. Non, il n'y aura pas. Non. En restant sur justement ces rencontres, tu as parlé de René Weiler. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres marquantes dans le monde du foot que tu as faites qui t'ont marqué, qui t'ont
voilà, tu as souvent l'occasion de croiser de belles personnalités du foot au bord des terrains, justement, dans ces matchs de Ligue des Champions. Est-ce que tu en as quelques-unes pour des raisons X ou Y qui t'ont le plus marqué? Des anecdotes, oui, il y en a. Il y en a. Là, comme ça, tout de suite, là, j'ai deux noms qui ressortent. Alors, c'est pas très original. C'est Ancelotti et Guardiola. Ancelotti, j'ai la chance de commenter Arsenal-Real Madrid. Et puis, du coup, comme je t'expliquais avant, je voyage la veille, je vais assister à la conférence de presse. Ancelotti, chewing-gum, très serein et tout. Et je descends au bord du terrain pour faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux de la sortie des stars du Real, du tunnel. Mais ils mettent beaucoup de temps. Et Ancelotti est le premier à sortir. Et Ancelotti vient discuter avec un journaliste italien qui était juste à côté de moi et tout. Et puis, moi, je lui serre la main, je lui dis, écoutez, j'ai des salutations de la part de Guillaume Haro, que vous avez entraîné à Paris ouais. et puis qui m'a raconté plein Incroyable. d'anecdotes sur Ancelotti et tout. Et puis, le gars, je veux dire, à la Orbar, Blue Sport, Télévision Suisse, il aurait pu me snober et tout. Non, sympa, il échange et tout. Et puis, du coup, je fais mon petit selfie avec et tout. Et puis, le lendemain, je reçois un extrait d'une émission espagnole qui diffuse tous les entraînements du Real Madrid et puis qui avait fait un résumé de la journée, si tu veux. Puis qui disait en espagnol, voilà, Ancelotti, relax. Puis c'est vrai, il se faisait des passes avec son assistant. Le ballon, il devait longer la ligne, la ligne centrale. Et purée, les gars, ils se sont fait 3 passes, le ballon, il n'a pas décollé de la ligne centrale. Moi, j'étais là, purée, au niveau, hein, quand même. Bon, Ancelotti, Milan, il a joué avec les Hollandais que je disais tout à l'heure. Hein. Et du coup, je vois cette vidéo, puis voilà, Ancelotti qui se permet même, tellement il est relax, de discuter avec un journaliste suisse. Donc, je ne sais pas comment il savent qui je suis. Et puis, c'est un copain de la Vallée qui est fan du Real qui m'envoie ça. Mais j'étais mort de rire, quoi. Mais le gars, d'une simplicité accessible, je pense qu'il est en paix avec lui-même, en fait. Tu vois. Puis pourtant, le gars, il est là, quoi. Ligue des Champions, joueur, entraîneur, le plus grand club du monde. Maintenant, il est au Brésil. Et quand tu vois la pression qu'ils ont, ces gens-là et tout. Et dans un autre registre, Pep Guardiola, alors, j'ai pas eu l'occasion d'échanger 10 minutes avec lui, mais quand il est rentré dans la salle d'interview, je sais pas, il est accompagné de quelque chose, ce mec. Je saurais pas te décrire le sentiment que j'ai eu, mais il est accompagné de quelque chose, quoi. Il est rentré, il n'y a plus eu un bruit. Mais c'était pas la salle de presse où il y avait la conférence de presse, c'était position interview, et puis t'as un brouhaha, machin et tout. Le gars, il est rentré, il t'entendait les mouches voler, quoi. Et aussi un peu taquin, tu sais. Puis moi, j'avais un costard rose. Oh, il vient vers moi, puis il me fait une petite blague en anglais, puis je fais I'm sorry. Puis le gars, il te parle, il te baragouine 2-3 mots comme ça, sympa, tu vois. Et là, en fait, c'est plus. Là, j'étais plus en mode fan qu'en mode journaliste, quoi. Parce qu'un journaliste, je suis pas certain que s'il a suivi l'école de journalisme, il se permet de faire un selfie avec Ancelotti avant l'entraînement du Real. Tu vois. Faut kiffer. C'est ça. Et au pire, j'ai fait une erreur, et puis on va me le dire, et puis j'apprendrai de cette erreur. Là, en l'occurrence, on m'a pas dit que j'avais fait une erreur, puis je suis très content d'avoir fait un selfie avec Ancelotti. Je comprends. Quand tu penses à tous les matchs que tu as commentés, si instinctivement, là, lequel te vient, celui qui t'a le plus marqué, lequel te vient et pourquoi? De tous les matchs depuis 1988. Ouais. Écoute, il y en a quelques-uns de ma période de hockey sur glace, et puis il y a forcément des highlights en matière de foot, donc je les énumère rapidement. En tout premier lieu, le 4e match de Bienne contre Bâle. Promotion avec cette victoire dans la série 4-0, quoi. C'était là, on était clairement pas des journalistes, quoi. Là c'était Alain Rohrbach qui a fait tous les déplacements de Suisse pour soutenir le HC Bienne, et puis on mettait fin à ce traumatisme qu'on avait vécu en 95
quand Bienne est relégué contre Rapperswil. Mais le souvenir le plus cocasse que j'ai, et j'aime bien le raconter parce qu'il va faire sourire beaucoup de monde dans la région, c'est qu'à l'époque, la moitié des gens d'RJB étaient fans de Berne, puis on était très peu à être fans de Bienne. Et il y a une année, je crois que c'est en 91, mais je suis pas sûr, Bienne tombe contre Berne en play-off. Et Berne était supérieur et Berne gagne. Et il y avait la section Fans Club STB du Jura bernois. Ouais. Je les connaissais tous, quoi. Ils venaient de Tramelan, ils venaient de Recorvilliers. Et puis, à la fin du match, ils vont sur la glace avec les drapeaux et puis ils narguent. C'était une bonne guerre. Sauf que moi, à l'époque, j'avais 20 ans, donc je l'avais un peu là, quoi. Et puis je dis comme ça, potes de sauvages, et on les connaît. Donc à l'antenne, tu dis. Ouais, sans film, quoi. Le Fans Club du Jura bernois qui trouve rien de mieux que de provoquer, machin et tout. Berne, ils vont faire le titre cette année-là, ils vont gagner à Lugano. Ils vont gagner à Lugano le titre de champion avec un Renato Tosio juste monstrueux et tout, quoi. Je te jure, la semaine d'après, dans ma boîte aux lettres à Recorvilliers, une lettre, je l'ouvre, c'était un faire-part signé de tous mes copains, copains, à l'époque c'était pas tellement copains, hein, mais tous, ils étaient une quinzaine à avoir signé Fans Club STB, toutes nos meilleures pensées, vous condoléances, je sais plus quoi, STB, champion suisse, truc. Et là aussi, c'était une belle école de... Voilà, tu peux pas non plus tout dire. Et puis après, il y a peut-être aussi la manière de le dire, tu vois. Et puis après, à souvenir par son anecdote, c'est quand même un match qu'on est allé commenter au Locle. On a suivi le CP cours au Locle, puis quand tu arrives au Locle, démonter la bobine de téléphone, et puis il fallait s'installer sur le toit de la buvette, mais du coup en plein air, hein, et dans la nuit. Et là aussi, c'est des anecdotes que tu gardes plus, mais pas forcément du match. Mmh. Puis après, au niveau des matchs, non, le match le plus extraordinaire que j'ai eu à commenter de foot, c'est le Liverpool-Barcelone. Donc Barcelone gagne 3-0, quart de finale, je crois que c'est... Non, demi-finale Ligue des Champions. Barcelone gagne 3-0 à domicile. Je me dis, purée, je vais à Anfield, il n'y a aucun enjeu, rien du tout. Il y avait il manquait Firmino, il manquait Salah, enfin il y avait les 2 stars sur 3, puis c'est Origi et Shaqiri qui fait un centre, Origi qui met un doublé, et le Hollandais milieu de terrain Wijnaldum qui m'a doublé, Origi qui m'a doublé, avec ce fameux corner du 4-0 où Barcelone, ils sont en train de discuter, puis t'as Alexander Arnold qui fait le corner, puis Origi marque dans le but vide, et du coup Liverpool gagne 4-0. Et là, j'ai fait nuit blanche en fait, j'ai pas réussi à dormir. Non mais, un truc de fou. Donc dans les tribunes, j'avais tout qui vibrait sur ma place de commentateur. Et après, on est rentré, on était tous les journalistes, parce que l'UEFA, il propose des adresses pour dormir, tous au même endroit, comme ça, au niveau logistique, c'est plus simple. Il n'y en a pas un qui avait envie d'aller au lit, quoi. On est resté au bar, après le bar a fermé, on est allé chercher les mini-bars pour finir ce qu'on avait dans le mini-bar. Personne avait sommeil, quoi. Et je me souviens que je partais assez tôt le lendemain, j'ai fait une nuit blanche, quoi. J'étais dans mon lit, je dis, essaye de dormir 2 heures, quoi. Impossible. Un souvenir de fou. Et tu vois, paradoxalement, j'ai fait la finale quelques semaines après entre Tottenham et Liverpool, une merde sans nom. Liverpool a gagné 2-0, penalty après 8 minutes, aucune émotion, quoi. Et le lendemain, on rentre avec mon collègue Daniel Romano, et on a suivi sur le téléphone le match retour de Neuchâtel-Xamax, qui avait perdu 4-0 le barrage pour le maintien à domicile, puis qui va gagner au penalty à Haro. Comme quoi, les émotions, c'est pas forcément le standing de l'affiche, tu vois. Je pense que j'aurais autant kiffé commenter le 4-0 de Xamax le lendemain que, alors oui, il y avait tout le strass de la finale de la Ligue des Champions, c'était ma première, donc j'étais comme un gamin aussi et tout, mais le match en lui-même, il m'a pas laissé un souvenir de ouf, quoi. Par contre, la demi-finale, oui, ça c'est le plus beau souvenir de commentateur. Il me semble dans la conférence justement où t'avais évoqué ce match, il me semble que tu parlais, je sais plus si c'était ce match-là ou pas, mais où t'arrives à un moment où tu te rappelles même pas de ce que tu dis, et ça part complètement...
En fait, en préparant un extrait, je me souvenais plus du tout. En fait, c'est une espèce d'extase, en fait. Parce que des fois, tu sais pas d'où viennent les mots qui te sortent. Je sais pas comment expliquer. Ce métier, c'est ça qui est formidable. C'est que, y compris l'interview, je t'ai dit, je veux pas savoir de quoi on parle aujourd'hui parce que je sais pas ce que je vais te dire dans une minute. Et moi, c'est aussi ça qui me stimule. Mais là, en l'occurrence, quand tu vois la fin du match et que je me réécoute, tu dis mais c'est moi ça. J'ai sorti d'où déjà ces mots? Je les connais pas. Ils sont dans le dictionnaire. Ah oui, ils sont dans le dictionnaire. Jamais j'utilise ces mots-là. Un débit de parole soutenu. Ouais, je sais pas. C'est une transe en fait. C'est une transe. Ouais, c'est assez fou. En tout cas, moi j'ai souvenir, j'étais au match pour IB Atalanta, tu sais, avec FT qui met une frappe du gauche exceptionnelle. Et moi, quand je vais voir un match, en vrai, j'écoute toujours les résumés. Je sais pas, j'aime bien revoir ce que j'ai vu en vrai, les highlights. Et je me rappelle de ton commentaire sur ce but-là. Et je sais pas, ça m'a marqué, tu vois. Comme quoi, quand tu vis le truc et que t'es... Bon, en plus, moi, je suis fan d'IB, donc forcément, je sais pas, et ça marque ce genre de truc. Je sais plus, tu dis un truc, la frappe plate culot, ou je sais pas. Et tu vois, ces mots-là me restent, donc je trouve que c'est intéressant. Comme quand c'est lié à une émotion forte, ça marque et ça reste, c'est intéressant. On me qualifie souvent de atypique. Et je suis fier de ça, en fait. Je le revendique même. Et je vais pas changer. Top. Bon, le temps passe. J'ai encore quelques questions et je finis souvent mes interviews avec des questions un petit peu plus que j'ai pas pu caser dans la discussion ou autre. Je vois juste sur ma feuille pour conclure un peu tout ce qui est foot et tout. Vu de l'intérieur, toi, comment tu vois le monde du foot aujourd'hui? Comment se porte le monde du football aujourd'hui avant de conclure? Je dois avouer que malheureusement, on tire trop sur la vache à lait, quoi. Le football est quand même le sport universel par excellence. C'est le sport le plus accessible. Je veux dire, regarde qui va commencer du rugby. Les gens qui débarquent à n'importe quel village. Tu mets des godasses, un short, un t-shirt, ça se joue au foot. Le rugby, le ski, le hockey, pas. Et malheureusement, c'est le sport le plus populaire, je pense, de par le monde. Du coup, tout le monde veut en faire sa vache à lait. Et moi, ce qui m'insupporte le plus, alors je crache pas dans la soupe, mais la guéguerre entre l'UEFA et la FIFA, c'est de loin pas bon pour l'image du foot, ce qu'on est en train de vivre. Des matchs. Et en réalité, aujourd'hui, les gens se passionnent pour l'Euro, la Coupe du Monde, un peu la Ligue des Champions et leur club favori. Mais il y a trop de foot. Trop. Et on tue la poule aux œufs d'or, quoi. Et moi-même, je te disais, je regarde tout parce que j'ai encore cette flamme, mais je regarde tout en mode des fois accéléré, parce que la Coupe du Monde des clubs, là, j'ai peut-être regardé les deux, trois derniers échelons, quoi, mais les premiers matchs, non, quand même pas, quoi. Donc, voilà, après il y a l'aspect technologie, là je rentre pas en vigueur parce que je rentre pas trop en ligne de compte parce que on doit vivre avec son temps. Moi c'est plus les applications, des règles, des fautes de main qui me gavent. Une fois c'est faute, une fois c'est pas faute, une fois c'est penalty, une fois c'est pas penalty, une fois ton bras il supporte le corps. En fait même nous on sait plus comment commenter, même les joueurs savent plus comment défendre et voilà quoi. Donc c'est un peu bizarre au niveau des règles, et puis c'est un peu décevant au niveau de ce qu'on en fait, parce que malgré tout, hein, tu vois, tout le monde se plaint, nous les premiers, les amoureux et tout, mais il faut croire que finalement ils arrivent à faire l'argent, puisqu'ils ont réussi à dire que c'était un succès phénoménal et que ça va continuer. Mais c'est des guerres d'ego. La FIFA n'accepte pas l'ingérence de l'UEFA au niveau importance, et ils veulent être en dessus et ils veulent faire leur petite compète, puis ils se tirent la bourre entre les instances, et c'est le foot qui est pris un peu en otage. Mais les joueurs, quand ils discutent avec eux, et nous les journalistes, on se plaint pas qu'il y a trop de matchs. Ce qu'il faudrait, c'est des vraies coupures.
Et j'ai trouvé intéressant, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais Mbappé a dit quelque chose de très très juste. C'est pas de pouvoir se reposer physiquement, c'est de pouvoir déconnecter. Or, quand tu vas jouer avec Paris, bon, il était plus à Paris, mais je veux dire, quand tu joues avec le Real ou même les joueurs de Paris, prenons ceux de Paris, qui sont les Portugais en Ligue des Nations, après ils vont jouer là-bas, une semaine après, ils reprennent déjà parce qu'ils ont la Super Coupe de l'UEFA contre Tottenham. En fait, ils décrochent pas mentalement. Et la semaine de vacances, ils la passent à se préparer physiquement Voilà, parce pour la qu'ils ont un saison programme. parce qu'ils n'ont pas envie de. Et surtout, tu de ne décroches résultats. pas mentalement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir te dire, maintenant, je vais à la plage, les Galous, on va dire en Italie ou aux Seychelles, selon leurs moyens, et je déconnecte, je fais des petits châteaux de sable avec mes gamins, et ok, je vais faire 1 heure de sport pour me maintenir en fin de journée, mais je déconnecte. Et juste déconnecter 2 semaines, je pense que c'est ça sur quoi on devrait réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ont assez de moyens pour avoir assez de joueurs pour faire tous ces matchs. Mais c'est juste au niveau mental. Alors après, j'entends, hein, ils ont des gros salaires, c'est leur métier, de quoi ils se plaignent, etc., etc. Avant tout, ça reste aussi des humains. Et quand tu discutes avec eux, l'après-carrière et tout, il y en a, c'est un peu le sujet du documentaire, ils tombent très, très, très bas, quoi. Et il y a plus de 50% des pros qui tombent soit dans la drogue, l'alcoolisme ou le jeu. Hein. J'ai lu d'ailleurs aujourd'hui, ma prononciation sera pas très bonne, mais Paul Gascoigne qui vient de sortir son autobiographie que je me réjouis de lire. Il est tombé très bas. Ouais, justement. Donc, Wayne Rooney en est un exemple. En fait, en Angleterre, on en parle un peu plus que dans d'autres pays. C'est Maeta Molongo qui était de passage à Tremont. Je ne sais pas si tu étais présent. Il fait partie du documentaire, justement. Okay. Il est ici, il sera très intéressant ce qu'il dit, et c'est lui qui me donne un peu des chiffres et tout. Et puis, sa conférence au CIP à Tramelan était éloquente, quoi. C'est un mal méconnu. Et puis, on le regarde avec dédain parce qu'on se dit, de toute façon, c'est tous des millionnaires, des bourrés de fric, quoi. Mais ça n'excuse pas la manière dont on gère le foot aujourd'hui et d'autres sports. Intéressant pour conclure, même si on garde toujours le positif et les émotions, on en a parlé avant, qui sont quand même ce qui nous fait regarder semaine après semaine et suivre ce magnifique sport. Pour conclure justement mes questions de fin, si les gens ne devaient retenir qu'une chose de notre discussion, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit ? Curiosité. N'ayez pas peur d'essayer. Après, la phrase bateau fait de tes rêves une réalité, mais je veux dire, pas à n'importe quel prix. Sois aligné avec toi-même. Et puis, une erreur, c'est une façon d'apprendre aussi. Quel est le conseil que tu donnerais à ton toi de 20 ans ? Sois plus confiant en toi-même et en tes capacités. Le match que tu rêverais de commenter, donc soit un match qui est déjà passé et que tu te dis celui-là ça aurait été fou de le commenter, ou alors un match qui n'a pas encore existé ou qui n'existera peut-être jamais mais que tu rêverais de commenter. Ouais, la finale de la Coupe du Monde quand la Suisse la jouera. Ah, j'ai pensé que ce serait une possibilité de réponse. Ouais. Ou j'aurais bien voulu commenter le 7e match de la finale du HC Bienne contre Genève, mais avec un autre résultat final. Ouais. On est d'accord. Aujourd'hui, selon toi, quelle est la qualité principale qu'un commentateur sportif doit avoir ? L'enthousiasme. Qui va avec la passion ? En tout cas, oui, la passion, oui, mais en tout cas pas la routine. L'enthousiasme, et puis être toi-même. Mais ça va dans la vie de tous les jours. Enfiler un costard et être une imposture, ça va. Je ne le conçois pas, quoi. L'athlète qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus, et pour quelle qualité ou quels aspects ? J'ai pas une idole. J'ai des sportifs, essentiellement des footeux que j'ai beaucoup aimé, mais de là à m'en être inspiré, oui, c'est vrai que si ma fille avait été un garçon, je l'aurais appelé Marco. Bon, je vais encore négocier avec mon épouse de l'époque parce que j'étais fan de Van Basten à l'époque où
mon épouse attendait notre fille. Non, sinon, j'ai beaucoup aimé Carl Lewis. Parce qu'il était simple et il était l'antichambre de Ben Johnson qui était son grand rival, et il incarnait des valeurs. En fait, il était incroyable parce qu'il faisait du sprint, il faisait du saut longueur. Enfin, il était complet. C'était dans les années. Il a flambé en 84. J'ai beaucoup aimé Pirmin Surbriggen qui se blesse au genou à Kitzbühel. Et à force de résilience, alors oui, il y a eu les moyens pour le remettre en état et tout, et qui va gagner le championnat du monde 3 semaines après. Il y a des exemples comme ça. Federer, forcément, parce qu'il est suisse, on est fier de lui et les valeurs qu'il a véhiculées. Mais est-ce que je m'en suis inspiré ? Je suis pas sûr. Je me suis plus inspiré, comme je te disais, de gens comme Boris Aquadro, comme Thierry Gilardi, voilà, des gens qui sont plus en adéquation avec ce que je fais aujourd'hui et qui étaient des vrais transmetteurs d'émotions, quoi. Et chez les filles, parce que il y a aussi des sportives féminines. La Ragout, parce qu'on regardait beaucoup le ski, mais tu vois, Gianni Longo par sa longévité. Alors, je mets de côté les boissons isotoniques qu'elle a peut-être pris pendant des années pour se maintenir à ce niveau-là, mais la longévité de cette dame, c'est admirable. Ouais, il y en a plus qu'un ou une athlète. Donc mais cool. Je peux pas te sortir non, mais c'est pas forcément négatif. Ou quelqu'un que j'ai voulu absolument copier. Vraiment pas, non. Ça va très bien, pas de souci. Pour terminer, je laisse toujours quelques minutes, le temps qu'il faut. Ça, normalement, c'est une question du coup que j'envoie ou que je communique avant, mais vu que tu voulais rien savoir avant, je l'ai pas fait. T'as champ libre pour parler d'un sujet, d'une cause, d'un projet ou autre qui te tient à cœur, et ça conclura l'épisode. En fait, tu vois, quand tu m'as contacté pour faire le podcast, il y avait une évidence pour moi, c'est rendre ce qu'on t'a donné. Dans le sens où déjà je sais qui je suis et d'où je viens, et mis à part le fait que c'est toi qui as dû te déplacer pour les raisons logistiques que tu sais, il n'y avait pas de raison que je ne rende pas ce qu'on m'a généreusement proposé alors que j'avais 18 ans. Et j'aimerais m'adresser aux nombreux jeunes, parce que je reçois étonnamment plus de demandes de parents qui me connaissent ou via les réseaux sociaux pour leur fils qui aimerait venir en stage ou qui aimerait venir une fois voir des matchs avec nous et tout, quoi. Et j'essaie toujours, dans la mesure du possible, de rendre possible ce côté un peu ensoleillé, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être footballeur professionnel ou journaliste sportif, quoi. Donc j'essaye de jamais oublier d'où je viens. On me demande d'ailleurs toujours d'où je viens, et je le martèle, je suis Jurasso-Berno-Valaisan. Je suis né à Bienne, j'ai grandi dans le Jura bernois, j'ai du côté de ma maman des origines valaisannes, et puis je suis content parce que j'ai grandi 40 ans dans le Jura bernois, et puis maintenant ça fait un peu plus de 15 ans que je suis en Valais. Et oubliez jamais d'où vous venez, en fait, et rendre possible ce genre de podcast en me livrant. Je voulais pas savoir ce que tu me demandais, je savais pas ce que j'allais te répondre. Ça fait aussi partie de ma personnalité, comme répondre dans la mesure du possible positivement pour montrer les facettes de ce métier, mais surtout n'y renoncez pas. N'y renoncez pas. Moi, j'ai commencé cette passion à 18 ans et j'en ai fait mon métier à 46. Il y a un temps pour tout. Donc, il faut pas renoncer. Et puis, j'ai pas envie de vendre un projet ou un tube de mayonnaise. J'aimerais juste finir sur cette note-là, quoi. Ne renoncez pas à vos rêves. Et puis, soyez patient. Des fois,
Ça se présente pas quand on est le plus fervent, mais il faut jamais les enterrer. Et puis, peut-être qu'un jour, le destin a fait que ça vient frapper à votre porte. Magnifique. Très belle manière de conclure. Alain, je te remercie beaucoup du coup de m'avoir accueilli ici, chez toi, et pour cette discussion passionnante. Bon, on a 1h40, ça sera un épisode plutôt long, mais il était très intéressant. Ça parle. Je me fais pas de soucis. Normalement, les gens vont pas trop décrocher. Donc, merci beaucoup. Et puis, tout de bon pour la suite de la saison. Et Tout de bon la à suite. toi. Et puis, bravo pour cette initiative des podcasts. J'espère que tu pourras développer tout ça et prendre ton envol et pourquoi pas faire ton métier. Ça, c'est, je dirais pas l'objectif, mais voilà, on verra comment. L'ambition. L'ambition, voilà, exact. Merci Alain. Merci.